Les amis, je crois que j'ai trouvé l'ultime histoire abominable. Le pepperoni de l'horreur sur la pizza de l'angoisse. Et je pèse mes mots. Je vais vous parler d'une famille de consanguins cannibales. Je peux difficilement trouver mieux. Là, on est vraiment dans la fusion ultime. Une famille qui plus est issue de croisements entre eux, qui piégeait et mangeait des gens. Et donc, laissez-moi vous parler de ce récit totalement incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Bon, vous connaissez peut-être Wes Craven, c'est ce mec-là. Malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. Eh bien, ce monsieur, c'est un réalisateur de films américains. Et pas n'importe quel film. Vous connaissez peut-être La colline a des yeux. Mais si, cette série de films d'horreur où une famille part en voyage et font la rencontre d'un peuple, ou plutôt de gens complètement déformés par des radiations, qui vivent là dans le désert et qui sont complètement tarés. Notamment, ils mangent les gens. En gros, dans La colline a des yeux, on a une famille qui tombe par mégarde sur ces gens-là. Et ça termine en boucherie-charcuterie de l'enfer, sauce cannibale. Eh bien, notre cher réalisateur Wes Craven s'est inspiré de l'histoire que je vais vous raconter pour ces films. On est quasiment sur la même trame, pas très loin de la réalité. Mais commençons par le commencement. Cette histoire de famille cannibale a été mise au jour grâce à un responsable de prison, la prison de Newgate à Londres, qui à l'époque publiait des petites histoires dans son journal de taulards, et notamment l'histoire sur cette famille un peu spéciale. Tout commence et tout gravite autour d'un personnage, Sonnet Bean. Ce type-là, il est né à la fin de l'an 1500, non loin d'Édimbourg, qui est la capitale de l'Écosse, à East Lothian, une petite ville plutôt paumée. Son père avait pour projet également de lui transmettre sa ferme, pour que son fils Sonnet perpétue le travail de la terre. Classico-classique, le fils reprend l'exploitation du père. Sauf que lui, Sonnet, il ne l'entend pas de cette oreille. Il a pas envie de travailler la terre, non, non, non. Déjà très jeune, il était attiré par la vie facile. C'était une énorme feignasse en somme. Et il avait compris qu'il pouvait être bien plus pépouze en prenant une voie plus sombre dans la vie, comme devenir voleur ou autre activité de furet. Il était plutôt atypique et anarchique dans l'âme. Cependant, très rusé et vicieux, il avait également une dent face à l'autorité et voulait être libre comme l'air. Sonnet, qui n'avait pas pour ambition de reprendre l'exploitation de son père, se tire, ou je dirais même plus, se nachave. Il se barre de la ferme dès qu'il en âge d'être capable de subsister à ses besoins vitaux, en faisant des petits larcins ou des petits boulots. Dans sa nouvelle vie de jeune loupard libre comme l'air, il fait la rencontre d'une femme qui deviendra son épouse. Épouse de l'horreur, on peut le dire. Monsieur Bean et son épouse étaient tellement rapaces et marginaux qu'ils ne voulaient pas payer de loyer. Et pour des raisons obscures, ils finissent par trouver une grotte, dans laquelle ils vont s'installer. Faut quand même être sacrément radin, hein. Et donc cette grotte, elle s'appelle Bean Cave. Elle se trouve près de Ballantrae, dans l'Ayrshire, toujours en Écosse. A noter que cette grotte que vous voyez est vraiment énorme. C'est plus grand que n'importe quel palace. Niveau confort, c'est pas tout à fait ça. Le fond de la grotte est à plus de 1,5 km de profondeur sous la montagne et la terre. Évidemment, elle est composée de couloirs étroits et très sinueux. On peut s'y perdre facilement. Évidemment, il fait très sombre et très humide. On est loin du palace, hein. Niveau confort, c'est pas du tout ça, mais au moins t'as de la place. Mais surtout, c'est gratos. Il y fait totalement sombre, le seul moyen d'y voir quelque chose, c'est d'avoir des torches ou des lampes à huile, peut-être des lampes à graisse humaine. A noter que cette grotte est située près de la mer qui 2 fois par jour monte et descend, ce qui inonde en partie la grotte et bloque l'entrée. Bon, je vous l'accorde, c'est pas le César Palace, mais un sou est un sou. Partant de cette découverte, il s'y installe. Là, on sait pas trop s'ils vivaient à l'année ou si cette grotte était une sorte de maison de vacances pour aboutir à leur projet machiavélique. Sonnet, lui, avait décidé de faire une croix sur la vie normale. Il voulait pas de boulot classique, il voulait vraiment la vie facile. C'est-à-dire qu'il avait pour projet de voler des gens qui s'aventuraient un petit peu trop proches de sa grotte. Il se l'était attitré, c'était sa grotte. Vous me direz que c'est un projet de vie comme un autre, sauf qu'évidemment ça va déraper, pour probablement des raisons économiques. Le problème, c'est que la petite route qui passait non loin de la grotte, eh bien elle faisait transiter quasi exclusivement des gens du village non loin de là. Village où clairement il n'y avait pas de Jeff Bezos ou d'Elon Musk niveau finance. Du coup les gens que Sonnet attrapait, ils avaient pas grand chose sur eux. Non, parce que t'es dans un village paumé en Écosse en l'an 1600, avec 50 mètres carrés de terrain où tu cultives 3 radis, t'es clairement pas riche, mais tu as beaucoup de cœur. Donc sur ce chemin transitaient des gens avec les bourses molles, non pas ça, avec les bourses peu remplies, c'est bizarre. Donc des pauvres paysans avec plus de foin dans les poches que de sous. Et Sonnet, lui, ça ne lui suffisait pas pour vivre. Lui, il voulait se gaver, il voulait un max de flouze. Il était pas non plus dégénéré au point d'aller vendre ce qu'il avait volé à ces pauvres gens de passage. Et oui, car s'il se faisait prendre en train de revendre les objets des personnes qui ont bizarrement disparu alors qu'elles allaient à la cueillette aux pâquerettes, ça aurait évidemment éveillé des soupçons, et Sonnet aurait été bon pour
pour la potence directement. Donc c'était pas un bon bail de revendre tout directement. Oui, à cette époque, on prenait pas 1 an de prison avec sursis quand on trucidait quelqu'un pour lui voler ses guiboles. Aujourd'hui, on peut s'en sortir avec un rappel à la loi. On appelle ça l'évolution dégénérative. Mais bref. Et en plus de ça, Shoney commençait à accumuler beaucoup trop de corps. Il devait s'en débarrasser du mieux qu'il pouvait. C'est là que l'idée de génie, l'étincelle dans l'hypothalamus, la lumière dans le cortex cérébral se fit. Le gars était un radin extrême. Il galérait à se nourrir, même en butant et en pillant les promeneurs. Mais au final, il se dit, tous ces gens, ce sont des bonnes protéines. Pourquoi les gâcher? Très saine conclusion. Et donc à ce moment-là, il se dit, le prochain badaud que je chope, j'en fais de la saucisse et du jambon. Littéralement, le mec déconnait zéro. Il va donc près d'une route voisine, se positionne dans l'attente d'un malheureux qui passerait par là, lui saute dessus et le zigouille. Et là, au lieu de balancer le malheureux après l'avoir dépouillé, il traîne sa besogne jusque dans la grotte. Là, faut imaginer sa femme qui attendait son mari dans la grotte. Elle le voit revenir avec un jandus sous le coude, mais le pire reste à venir, oui, car comme vous l'avez compris, Shoney avait pour projet de déguster ses morts, stricto sensus du terme, latin LV2. Il amena donc sa prise dans la grotte et en fit littéralement du jambon. C'est pas une blague, hein. Le mec a vraiment fait un jambon villageois. Il le fit sécher et le trempa dans de l'eau avec du sel pour enfin l'accrocher à une paroi de la grotte. Le mec faisait de la viande maturée de villageois, c'est pas une blague. Et comme ça, au fil du temps, il accumule les villageois et les prépare en jambon. Ils finissent par avoir un véritable garde-manger de jambon de villageois, dans lequel il pioche allègrement pour se nourrir. Il garde même un endroit de la grotte pour empiler les os qui s'accumulaient petit à petit jusqu'au plafond. Là, au village d'à côté, on commence à réellement se poser des questions. Non, parce que quand t'as un pécor sur 2 qui revient jamais de la cueillette aux champignons, ça commence à devenir inquiétant. Là, on peut penser que lui et sa femme, avec ce régime alimentaire un peu spécial, ils allaient tomber malades ou être stériles, dans l'impossibilité de faire une progéniture. Que nenni, le mec a turbiné. À noter que la contraception réduite à son strict minimum à cette époque, soit un boyau de mouton en guise de capote, n'a pas aidé. Ils ont quand même fait 14 enfants, les gars. Et cette histoire s'est déroulée durant 25 ans. Les enfants qu'ils ont fait ne connaissent que cette grotte. Ils n'ont aucune éducation, sont à la limite du Tarzan version grotte écossaise en termes d'éducation. On est sur un niveau assez bas, du coup. Bon, je dis pas que Tarzan est un dégénéré, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est des gens différents. L'horreur dans l'horreur, leurs enfants font d'autres enfants ensemble. C'est-à-dire que des frères et sœurs font des petits-enfants à Shoney. Et Shoney aurait également fait des enfants avec ses enfants. Enfin, je vous dis, c'est horrible. On est dans la bonne ambiance. Et quand je vous dis que ça a inspiré La Colline à des yeux, c'est pas des conneries. Donc, résumons rapidement. Une famille de cannibales consanguins qui vit dans une grotte et se nourrit de villageois kidnappés. Si on n'est pas dans une quête annexe de Skyrim, je sais pas où on est, les gars. Shoney, sa femme et toute sa clique de consanguins, soit 14 enfants et 8 petits-enfants, n'ont pas forcément fait un CAP boucherie-charcuterie spécialité salage de jambon. Faut pas croire, mais c'est un art pas si facile de faire un jambon qui ne pourrit pas et qui ne vous tue pas à la première bouchée. Il y a des consignes de propreté à respecter. Bon, du coup, parfois, dans leur grotte, il y a des ratés au niveau de la salaison des villageois. C'est-à-dire que des jambons humains pourrissent de temps en temps, à cause évidemment d'une mauvaise préparation. Et dans ce cas-là, en fait, ils se débarrassaient des morceaux pourris. Faut imaginer le mec du village qui se promène et qui tombe sur le jambon de son voisin. Toi, t'es là, tu ramasses du fumier pour faire du combustible, et tu vois un jambon avec la tête de Dédé, le gentil voisin, qui t'apportait du pâté en croûte tous les dimanches. Ça peut effectivement choquer. En fait, Shoney avait littéralement créé une armée de cannibales incestueux. Oui, parce que dès le berceau, il donnait à ses enfants de la viande de villageois. Et il leur montrait également, quand ils grandissaient un peu, comment faire des embuscades pour choper du villageois. C'est un RPG, je vous dis leur vie. Il arrivait parfois qu'ils attrapent 5 ou 6 villageois ou de gens de passage d'un coup. Autant vous dire qu'après ça, il y avait du jambon matin, midi et soir. Non mais là, faut imaginer une troupe d'une douzaine d'enfants cannibales qui jettent sur des badauds qui n'ont rien demandé. C'est du grand délire, on est tous d'accord. Bon là, les autorités commencent à comprendre qu'un truc étrange se passe. Oui, parce qu'on estime à 1 millier de personnes qui ont été mangées. Mais personne ne se doute de ce qui se passe vraiment. À partir de ce moment-là, ça commence à être un véritable bordel. Car les gens deviennent complètement parano. Des arrestations et des peines capitales sont effectuées sur plein d'innocents, accusés d'être le jambonneur fou. Je l'ai appelé comme ça, le jambonneur. Des villageois se font tabasser car on pense que ce sont eux, alors que non. On s'en prend surtout à ceux qui ont vu pour la dernière fois des personnes disparues. Donc après, quand tu sais ça, tu dis pas que t'as vu la personne en dernier. Sauf qu'un soir, ce fut l'embuscade de trop. Ils sont tombés sur plus coriace que. Quelques gamins du clan partent pour choper de la bonne bidoche sur les routes. Non loin de là, une fête foraine est présente. Et un couple à cheval arrive de cette fête foraine. Les membres du clan voient là une belle opportunité de se faire un bon jambon. Et ils passent à l'attaque. Pas de chance pour la femme. Elle se fait zigouiller
directement. L'homme désespéré se met à combattre de toutes ses forces contre le clan cannibale qui voulait qu'une seule chose, le grailler comme un panini. La baston fait énormément de bruit. Une vingtaine de personnes arrivent de la fête foraine non loin de là, pour voir ce qu'il se passe. Alors là, on sait pas trop, mais c'était probablement des forains qui bossaient juste à côté. Je vous remets le tableau quand même. Il y a un type qui est en train de se friter avec une dizaine de cannibales semi-sauvages shiny, et 20 forains débarquent pour checker c'est quoi ce bordel. Totalement surréaliste. Bref, là, le clan de sauvages se fait littéralement déboîter par les forains. En même temps, quand t'as face à toi un mec qui fait des chichis depuis 35 ans et qui a des avant-bras de déménageurs bretons, tu peux que t'incliner. Shonen, lui, réussit à fuir et à se planquer. Mais il se fait rapidement retrouver par les super forains qui allaient lui faire manger ses dents. Illico, il le chope et l'amène à la police. Mais ils n'ont pas réussi à rattraper les enfants et la femme, qui eux ont réussi à se planquer dans leur grotte. Et là, ça va aller très loin. Le magistrat fait remonter l'affaire jusqu'au roi James VI, le roi de l'Écosse à l'époque. Le roi débarque avec toute une troupe pour ratisser la zone et percer le mystère de cette grotte. Ils finissent par la retrouver. Les hommes entrèrent à l'intérieur, car leur chien avait senti une odeur très forte qui en sortait, ou plutôt une odeur abominable. Ils avancèrent tout doucement pour arriver finalement au bout de la grotte. Et là, ils découvrent un spectacle plutôt étonnant. Le long des murs étroits de cette grotte étaient suspendus des dizaines, voire des centaines de jambons. Et c'était pas du jambon d'Aoste, comme vous l'aurez compris. Des tas de vêtements et d'objets de valeur sont éparpillés un peu partout. Une autre pièce dédiée aux ossements était quasiment remplie jusqu'au plafond. 25 ans de personnes entassées là. Et il tombe également sur tout le reste de la famille qui était également piégée entre le fond de la grotte et l'armée du roi venue faire l'enquête. Évidemment, ils sont tous attrapés et enchaînés pour être envoyés à Édimbourg pour un procès express, si on peut appeler ça un procès. 10 secondes après avoir passé la porte du tribunal, ils sont tous condamnés à la peine capitale, et pas dans la douceur. Dès le lendemain, la peine fut appliquée. C'est le jugement le plus express de l'histoire. En gros, le tribunal, il a fait appliquer le même châtiment que eux faisaient aux villageois. Accrochez-vous bien parce que ça pique. C'est-à-dire que les hommes de la famille ont eu leurs bras et les jambes enlevés pour rester soft. Et les femmes devaient regarder. Là, on les laissait comme ça se vider, et ensuite les femmes sont parties au bûcher en cuisson rapide, comme des sorcières, voilà. Ce qui est bizarre avec cette histoire, c'est qu'elle revient dans pas mal de documents officiels, notamment des documents historiques plutôt notables, mais d'un point de vue des historiens, c'est pas validé à 100%. En Écosse, c'est une histoire qui est très connue et qui ramène pas mal de touristes, notamment des gens qui viennent voir cette grotte de l'horreur, pour vivre un petit peu le grand frisson. Et j'espère également que vous aurez apprécié cette histoire plutôt capillotractée, on va pas se mentir, et je vous souhaite évidemment plein de bonheur jusqu'à la prochaine vidéo, parce que je vous attends pour la prochaine. Ouais, je parle comme ça, moi. Portez-vous bien, évidemment, d'ici là. C'était l'histoire du père Toonla. Je vous embrasse tous sur le front, à très vite. Au revoir.